Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Oui, et cet accident de circulation, on nous apprend en direct dans cette émission un bilan 5 morts. Donc ça s'est passé du côté de Bokeh, près de Kindin, c'est ça, Dinkien, pardon. On va essayer de joindre, si tout va bien, la gendarmerie de ce côté d'ici la fin de l'émission et quelques réactions évidemment des auditeurs à Bakadjola avant de continuer le débat avec Étienne Soropogui, notre invité ce matin dans cette émission. Bonjour les GG. Voilà. Voilà, on continue le débat à Bakadjola avec notre invité. Bien, Étienne Soropogui, aujourd'hui, la CENI, au sortir de cette retraite de Kindia, et au lendemain de la publication de ce chronogramme, la CENI se retrouve comme dans une tempête. Et la controverse va crescendo au sein de la classe politique. Et pourtant, on posait le débat dans ce studio hier. Nous avons lu les conclusions d'un document synthèse des travaux auxquels les partis politiques ont participé à Kindia, des conclusions qui montrent que 9 partis politiques ont signé, ont marqué leur accord, en tout cas, pour vous dire de proposer un chronogramme réaliste et réalisable. Absolument. Alors, les partis politiques, quelques jours après, donc, sortent dans les médias pour dire et font des réunions pour dire que ils ne sont pas d'accord avec le chronogramme qui a été proposé et que c'est même une violation de l'accord du 20 août. Comment vous entendez cela? Comment vous comprenez tout cela? Écoutez, il ne sera plus question pour la CENI d'accepter ou de supporter les faiblesses de qui que ce soit. Je crois que les partis politiques, nous ne gérons pas la question liée à leur représentation. Dès que nous, quand on a souhaité organiser l'atelier sur le chronogramme, on a estimé qu'il était important d'abord, avant de tabler sur l'architecture du chronogramme, d'échanger avec les partis politiques pour arrêter les grands principes. Alors s'ils envoient des personnes, et je rappelle que c'était la personne qui est venue notamment au niveau de l'IFDG, était membre du bureau au niveau national. Je crois que je le connais personnellement, M. Dieng, qui a quand même la voix au niveau de ce parti. Alors on ne comprend pas que M. Dieng vienne avec d'autres partis. Il y avait le RPG, il y avait le PEDN, il y avait le BL, l'UFR. On les a, alors ce qu'on a fait, quand on est arrivé à Kindia, pour les 2 jours, on leur a présenté les contraintes liées à la mise en œuvre de ce chronogramme. Et le deuxième jour, vers la soirée, on les a envoyés au niveau des groupes de travail. Ils sont allés, les partis politiques d'un côté et la société civile de l'autre côté. Alors, ils nous ont sorti ces conclusions que vous avez ici. La CENI n'a fait que en tenir compte. Je crois qu'on ne peut pas nous en vouloir le fait d'avoir tenu compte des propositions que vous nous faites. Je crois que ça, de mon point de vue, c'est totalement injuste. Encore une fois, il faut le rappeler ici. Je rappelle encore une fois que le comité restreint qu'on a mis en place, quoi qu'on souhaite mettre le ministère de l'administration du territoire à une certaine distance, parce que c'est la loi qui le veut comme ça, mais le comité restreint qu'on a mis en place pour élaborer le projet de chronogramme, il y avait un représentant du ministère à l'intérieur de ce comité restreint. Il n'y avait même pas tous les commissaires, parce qu'on ne peut pas concevoir un chronogramme à 1000. Il y avait 7-8 personnes. Il y avait un représentant de l'Assemblée nationale et un représentant des matés. Donc, les délais que nous avons positionnés sont des délais qui nous ont été communiqués par le maté. Donc, je crois qu'il faut sortir de ça. Il s'agira pour nous aujourd'hui de voir ensemble est-ce que la levée de ces contraintes administratives, dans quel délai elles peuvent se faire. Je rappelle que à la réunion du comité de suivi, le MATD avait un message à l'endroit des participants pour dire qu'ils souhaitent que le projet soit retiré et que la CENI se mette avec les MATD avant qu'ils ne fassent l'objet de présentation. Oui, tout ça, c'est... Nous, on est heureux. Moi, je suis fier d'appartenir à une institution qui est plus ou moins au centre, qui fait des efforts pour rester au centre. D'un côté, on est critiqué par l'opposition, de l'autre côté. Vous avez le sentiment aujourd'hui que les gens, après Kindia, se sont dédiés? Absolument. Je pense que la CENI aussi est pris dans une sorte de tourbillon politique. D'un côté, nous avons l'administration du territoire
qui n'a pas envie que les quartiers, les districts lui échappent, parce que tout de même, il ne faut pas oublier qu'à la base, il y a ces fameux certificats de résidence qu'on paye à 10 000 ou 15 000, je ne sais pas. 5 000 francs. 5 000 francs, mais par an... Par an, selon mes sources, par an, ça tourne autour de 4 milliards de francs guinéens. Ouais. Vous n'allez pas... une question à Moussa là, parce qu'il défend bien la CENI. Non, je ne suis pas en train de défendre, s'il vous plaît. Non, oui, il fait partie des journalistes qui ont été invités par la CENI. Oui, moi, vous n'allez pas me faire un procès si je mets en exergue ce que j'ai appris des contraintes juridiques, administratives qui peuvent empêcher la tenue pas pour rien, de ces quand élections. même. Moi, voilà, c'est le rôle que je joue. Je ne suis pas en train de blanchir l'institution, mais je dis qu'on ne peut pas continuer tout de même sur des intérêts liés à la capacité pour des partis de gérer ces collectivités à la base, mettre la CENI, clouer la CENI au pilori et la prendre possible. Ce que j'aimerais dire rapidement, la CENI a dit une chose lors de ce séminaire. Elle est capable d'organiser tout de même les communales. En quoi est-ce que les communales sont plus faciles à être organisées? Il y a moins de contraintes. Que les quartiers, les districts. Il faudrait que, s'il peut nous expliquer ça techniquement, ce serait important. Vous ne posez pas de questions ici, monsieur. Voilà. La CENI n'a pas invité n'importe qui, Moussa Moïse, dans un groupe. Ils savent que ça porte. Évidemment. Non, la question que je voulais poser à M. Etienne, vous dites que le délai qu'on a, c'est l'administration territoire qui l'a donné. Mais quel est le rôle de la CENI par rapport à ces élections-là? Est-ce que vous avez fait une proposition de chronogramme? Oui, absolument. Non, mais il y a un chronogramme qui est sorti. Les grandes gueules. Absolument. Mais qui n'a pas été présenté à Kindia, parce qu'en fait, on voulait réserver la primeur de la présentation de ce chronogramme aux partis présents au niveau du comité de suivi. Donc c'est ça, c'est-à-dire que l'idée pour nous, c'est de présenter un projet de chronogramme qui devait être, on va dire, plus ou moins, c'est vrai que ça coince un peu avec l'indépendance de la CENI, mais bon, on a souhaité, au regard des discussions qu'il y a eu... Moi, j'aimerais bien connaître le contenu de ce chronogramme. Est-ce qu'il corrobore avec les délais donnés par l'administration du territoire, ou bien c'était prévu avant? Est-ce que vous, dans votre chronogramme, on pouvait tenir les délais de l'accord du 20 août? Non, en fait, le chronogramme, on l'a conçu, on avait un avant-projet de chronogramme avant d'aller à Kindia. Effectivement, le rouge était mis sur le 30. Mais quand nous sommes arrivés à Kindia, au regard des propositions qui ont été faites, nous avons estimé qu'il était important d'en tenir compte. Bien. Nous avons introduit dans le comité restreint d'élaboration du chronogramme quelques représentants des matériels parce que nous n'avons pas la maîtrise des délais. À vous entendre, on a l'impression que vous avez décliné un chronogramme consensuel. Absolument. Alors qu'aujourd'hui, ce chronogramme est un peu une pilule difficile à avaler pour l'opposition, qui menace d'ailleurs de manifester, qui n'exclut pas en tout cas cette option. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la CENI peut encore se rattraper, peut encore rappeler les partis politiques pour discuter de ce fameux chronogramme? Je rappelle que ce qui a été fait n'est qu'un projet. Bien. Il a été remis à qui de droit aux partis politiques. On attend leur retour pour qu'on discute. Je crois qu'en temps normal, on n'aurait pas dû mettre ça dehors, parce qu'il y a possibilité d'échanger sur ces questions-là. Bien. C'est un projet. Alors, Etienne, malheureusement, le temps imparti, c'est terminé. Vos relations avec Mouktar Diallo aujourd'hui, vous êtes de NFD, ce que je sache, le vice-président. Moi, je crois que je n'étais pas là pour ça. Ouais. Non, mais je le sais, attendez. Des questions vous êtes électorales. Sur les GG ici, mon grand. Etienne, je suis là pour parler des questions électorales. Ouais. Je dois être... Pendant tout le temps que j'ai mis un carreau sur ma politique, pendant tout le temps que je suis à la CENI, je dois m'éloigner, être à équidistance avec les partis politiques. Je crois que le moment venu, je l'avais dit tantôt, le moment venu, vous connaîtrez ma position sur ces questions-là. Antoine. Nous avons les informations comme quoi, entre vous et Mouktar Diallo, ce n'est plus le grand amour. Et vous, les NFD, ce n'est plus également le grand amour. D'ailleurs, quand vous dites que les partis politiques ne doivent pas nous ramener au niveau de la CENI leurs contradictions, leurs difficultés de s'entendre, le langage a changé, Non, mais non, ça c'est le commissaire qui parle. Êtes-vous toujours des NFD, Etienne Soropogui? Je ne suis pas d'un parti dès l'instant que je suis à la CENI. Alors, le jour où je quitterai la CENI, je l'ai dit tantôt naturellement, je ne serai plus d'NFD, mais je vous dirai où je serai. Bien. Donc, mais Mouktar est un ami, il reste un ami. Je crois qu'on continuera à travailler comme un ami. Vous fréquentez, vous vous appelez? Absolument. Merci Etienne d'être passé. Merci. Les grandes gueules continuent sur Espace.
Les Grandes Gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Direction Paris, nous allons essayer d'appeler le patron du PEDN. Évidemment, c'est bien sûr Monsieur Lansana Kouyaté qui va intervenir dans un instant sur cette antenne. Ahmed, on a écouté Étienne. Convaincu, pas convaincu? Bah écoutez, de toutes les façons, ils ont donné les points de vue. Et comme on me dit que les partis politiques étaient là-bas et que les partis politiques ont d'ailleurs demandé à la CENI de faire une proposition, Étienne a été clair, c'est une proposition. Donc les partis politiques devraient l'analyser. Bon, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que les partis politiques ont plutôt appuyé sur l'accélérateur puisqu'on entend déjà parler de manifestations autour de ce chronogramme. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Ouais. Donc, ils ont besoin de se rencontrer et de discuter. C'est clair. Allez-y Moussa. Moi, pour une fois, ce qui me désole, c'est que dans notre pays, on parle trop politique, on parle trop élection, on n'a pas le temps de développement, on n'a pas le temps des questions qui touchent les populations à la base. Chaque année, en moins de 6 mois, vous entendez déjà parler d'élections. On va continuer comme ça à faire notre vie en parlant d'élections. Il faudrait alors, si ces élections doivent se tenir, que toutes les conditions soient réunies afin que les partis en lice puissent le faire de façon transparente et qu'il y ait tous les mécanismes de fiabilité qu'il faut. Mais pour ce qui concerne les communales et les conseils de quartier de district, je pense qu'il y a des préalables que la CENI ne maîtrise pas, qui ne sont pas de son ressort. La CENI n'est pas toute blanche. On a vu l'action au cours de la présidentielle, mais également au niveau des législatives, il y avait beaucoup de manquements. Mais pour une fois, il faut mettre la pression sur l'administration du territoire, mais aussi au niveau du chef de l'État, afin que tout ce qui concerne les manquements juridiques et administratifs soit levé. S'il doit y avoir cette élection, que ces élections se tiennent. Merci beaucoup Moussa Moïse. Allez, nous avons Lansana Kouyaté en direct chez les juges des hybrides. Les Grandes Gueules. Bonjour Monsieur Kouyaté. Bonjour. Alors, Monsieur le Président, votre parti fait face depuis quelques jours à une information qui fait état d'une sortie supposée du PDN de l'opposition. Qu'en est-il? Non, on sait, vous savez bien, je l'ai souvent dit, la Guinée n'est-ce pas comme une sorte de point focal de tout ce qu'il y a comme rumeurs et désinformations. Le PDN reste un parti de l'opposition. Je ne ferai pas l'insulte aux autres en disant qu'il est le seul. On n'est pas le seul parti. Mais depuis 2010, après les élections présidentielles, aux 100 jours déjà de ce régime, nous avions sonné le tocsin en disant que le chemin pris était mauvais. Et dès cet instant, on s'est inscrit avec constance dans l'opposition, qui n'est pas une acrimonie vis-à-vis de quelqu'un ou qui n'est pas de se fédérer ou mutualiser avec quelqu'un, mais qui reflète notre position réelle sur la conduite des affaires de l'État. Alors, mais Lansana Kouyaté, alors comment avez-vous réagi, comment avez-vous compris les folles rumeurs qui ont quand même agité le landerneau politique tout le week-end concernant votre parti, le PDN, et des rumeurs qui faisaient état donc d'un retrait du PDN, de l'opposition républicaine ou de l'opposition qui est en reconstruction, en renouvellement, comme on l'a entendu de d'autres bouches? On peut cogiter là-dessus, puisque ce n'est pas nous qui avons déclaré. Mais je suppose que le fait de ne nous avoir pas vus à une réunion de l'opposition républicaine a fait germer l'idée que nous ne sommes plus de l'opposition. Non, il n'y a pas que l'opposition républicaine. Il est bon que toutes les forces fédèrent dans la justice, la vérité, et surtout dans la constance dans notre opinion. Il ne faut pas valser, il ne faut pas tanguer, aller de gauche à droite au gré des humeurs. Nous construisons une opposition qui doit être solide et qui doit être bâtie sur notre conviction que le peuple est mal servi. Oui, si tu permets, vous êtes encore de l'opposition alors? Elle n'a pas fini. Allez-y. Pensons aux pauvres de ce pays. Pensons aux démunis, pensons aux populations guinéennes.
ce qui nous fait prendre aujourd'hui des positions, ça doit être plutôt ce qui touche directement à la vie du pays, à la vie du peuple. Ce peuple-là ne vit plus, il survit. Et il y a des raisons objectives d'être de l'opposition. Mais quant aux raisons spasmodiques, je voudrais bien m'en passer. Parce que honnêtement, il ne faut pas aller aujourd'hui et faire un retour demain tant que les causes pour lesquelles nous nous battons soient, n'est-ce pas, comblées. Allez-y, madame. Et tiens, on revient sur cette question du chronogramme des élections communales. On a vu quand même cette sortie de la CENI du côté de Kindia qui n'a pas plu à l'opposition. Comment réagissez-vous à cela? Déjà, on commence à brandir des menaces de manifestations politiques. Nous n'apprécions pas le travail de la CENI. On l'a fait comprendre Urbi et Orbi. Une CENI qui est baptisée ainsi, c'est la Commission électorale nationale indépendante, mais c'est vous savez très bien que c'est une CENI affiliée. C'est une CENI dépendante du bon vouloir des pouvoirs publics. Toutes les élections qui se sont passées, on a vu comment elles se sont déroulées, avec une prise, n'est-ce pas, de parti à outrance de la CENI qui n'a même pas la dignité de garder, n'est-ce pas, la confiance que le peuple a placée en ces institutions. Malheureusement, cette CENI ne fera rien de bon, ni maintenant, ni demain, parce que, évidemment, sa crédibilité est fortement entamée. Il fut un moment où non seulement l'opposition critiquait cette CENI, les diplomates étrangers critiquaient, la mouvance présidentielle même critiquait. Alors, ne nous attendons pas à une quelconque amélioration. La date qui est fixée est déjà une preuve. Mais on a vu en Guinée, des élections ne se sont jamais déroulées aux dates prévues. Et ce n'est pas par manque d'argent. L'argent se cherche pour financer. Mais quand on ne veut pas, on ne le fait pas. Et donc je condamne cette décision de la CENI. En même temps, je dis que ce qui est important, c'est que nous ayons la garantie que ce sera des élections libres, transparentes et sans menace d'aucune sorte, et que le peuple aille à ces élections avec le cœur tranquille de voter utile. Que pensez-vous, Monsieur le Président, que pensez-vous des arguments de l'institution électorale qui affirme tout de même que des contraintes se dessinent sur son chemin, des contraintes juridiques et administratives, par exemple sur la codification de ces différentes collectivités au niveau des districts et des quartiers? Il n'y a pas un répertoire à jour qui pourrait lui permettre d'organiser ces élections de proximité, et qu'elle est capable, si la classe politique s'entend, de séparer les deux élections, les communales d'abord, ensuite les conseils de district et de quartier. Il risque d'y avoir, n'est-ce pas, toute une année entre les deux si elles sont séparées, ça on le sait. Et aussi, la prolifération qui fait proliférer tous ces découpages-là sont l'œuvre d'une administration dont la CENI est l'appendice. Il faut que nous soyons sérieux. On veut faire un travail sérieux, on pose les problèmes sérieux, et la CENI et le peuple de Guinée et l'opposition et même la mouvance doivent parler, n'est-ce pas, aller dans la même direction. Ce pays a besoin de tranquillité, de paix. Et la paix est garantie, n'est-ce pas, par la façon dont on aborde les échéances électorales avec sérieux et munitie pour qu'on s'inscrive sur la voie de la démocratie qu'on a tant ambitionnée et qui, malheureusement, nous échappe à chaque fois. Ouais, le président de PEDN en direct ce matin chez les GG, Ahmed Kamara. Alors, Monsieur le Président, voilà, beaucoup font aujourd'hui un rapport entre le moment où vous êtes devenu Premier ministre en Guinée, sur le plan économique bien évidemment, et maintenant. On nous dit que l'économie, c'était à peu près au même niveau. Et quand vous êtes arrivé, on a vu quand même que du côté de l'inflation, c'est-à-dire au niveau des devises, il y a eu une amélioration. D'abord, êtes-vous surpris que cette comparaison se fasse aujourd'hui entre cette période et maintenant? Et comment avez-vous procédé? Je ne suis pas du tout surpris parce que le peuple n'a pas la mémoire courte, l'histoire n'a pas la mémoire courte. Et on enregistre les faits et on compare les périodes les unes aux autres. Donc je ne suis pas du tout surpris face au désastre économique qu'il y a, face à la descente aux enfers de notre monnaie. Et je viens d'être informé d'ailleurs que la Banque centrale a décidé de mettre fin à l'encadrement, n'est-ce pas, de la monnaie.
le serpent monétaire qui était créé, c'est-à-dire la marge de fluctuation de plus ou moins 4% a été supprimé. Bon, c'est en situation normale, dans un pays normal, avec une gouvernance normale, j'aurais encouragé cette mesure de laisser flotter la monnaie. Parce qu'en fait, le vice prospère là où il y a interdit. Mais vous allez voir, c'est le marché qui va entraîner, le marché libre et le désastre de l'économie qui va entraîner notre monnaie encore plus bas. À ce que je sache, le franc guinéen, enfin l'euro s'échange aujourd'hui à près de 8900 francs guinéens. 9600 je pense. Pardon, 9800 m'a-t-on dit. Ouais. Et l'euro à 9800 et le dollar à 8900. C'est un niveau abyssal. C'est un niveau jamais atteint. La Guinée est un pays d'importation beaucoup plus que d'exportation. Encore que nos produits exportés, les prix, on ne les maîtrise pas. Ça se fixe sur le prix plate, n'est-ce pas, de telle grande place financière et on n'en est même pas informé. La bauxite, c'est pas nous qui en fixons le prix. Et aujourd'hui, cette monnaie est malmenée. On doit s'attendre à une seule conséquence, c'est l'inflation qui va avec. Et parce qu'on importe, chaque bien qu'on importe, son prix se trouvera multiplié par la dégradation, n'est-ce pas, de notre monnaie. Et la politique monétaire est mal ficelée, il faut le reconnaître. Je voudrais rappeler que la masse monétaire qui est donc à l'heure actuelle en circulation, c'est 17 000 milliards. 17 000 milliards. Et l'actuel endettement de la BCRG sur le Trésor s'élève à 1800 milliards, soit 10,58%. C'est trop. Rien n'est fait pour stabiliser la monnaie. Et on passe comme ça au flottement. Et ce flottement aura des conséquences encore plus catastrophiques. Monsieur le Président. On n'a pas atteint encore le plafond de la marge entre le franc guinéen et les monnaies fortes. Monsieur le Président, toujours dans le même sillage, le franc guinéen a 56 ans d'existence et un anniversaire qui se fait dans une grisaille économique, si je peux le dire ainsi. Mais en même temps, vous avez suivi depuis l'étranger et cette grogne des syndicalistes qui avaient fait pression sur le gouvernement pour la baisse du prix du litre à la pompe. Les arguments du gouvernement, vous les connaissez, l'austérité économique, les caisses de l'État sont vides. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes du côté, vous êtes à l'étranger, vous fréquentez les grands milieux. Qu'est-ce que vous savez du prix du baril du pétrole à l'étranger? Est-ce que les arguments du gouvernement tiennent la route? Ça ne tient nullement la route. Les pays qui sont importateurs du brut, du pétrole, les pays-là ont baissé le prix à la pompe concomitamment à la baisse, n'est-ce pas, du prix plate sur le port d'Amsterdam. Et je vais vous dire que le marché pétrolier n'a jamais atteint un tel niveau de baisse. Figurez-vous qu'on est parti presque de $130 le baril. On est aujourd'hui dans les 30, 31, 32 dollars. C'est sans précédent. Et ça a une raison, si vous voulez. Le ralentissement de l'activité en Chine en est une. Et le fait que les États-Unis ont commencé à vendre eux-mêmes leurs produits, leur pétrole, ou à utiliser et à ne plus importer, ou à entrer dans l'ère du gaz de schiste. Tout cela fait que, n'est-ce pas, la demande s'amoindrit. Encore que l'Iran va mettre sur le marché, n'est-ce pas, son pétrole. L'Arabie Saoudite, qui avait décidé à un moment donné de sursoir à la production, à l'accroissement de la production, a décidé autrement. Donc, on en a pour 4 ans. Et je crois qu'il y a eu une dose, excusez-moi l'expression, de naïveté de ceux qui ont négocié avec l'État guinéen, qui leur a dit, sur ce que j'ai bien compris en tout cas, que jusqu'en décembre, si les prix montent,
le prix guinéen restera fixe. C'est un élément de négociation et que ça restera à 8 000. Je crois que c'est de la poudre aux yeux parce que sur 4 ans, les prix ne vont pas augmenter. Bien. Allez-y, Monsieur Kouyaté, il y a quand même un argumentaire qui a été soulevé tout à l'heure par Monsieur Étienne Soropogui, à savoir que les représentants des partis politiques, lors de la retraite de Kindia, non, c'est important, avaient marqué leur accord sur le fait que la CENI était dans l'impossibilité d'organiser ces élections dans le délai imparti par les accords du 20 août. À entendre aujourd'hui les déclarations de menaces de manifestations, est-ce que les partis politiques ne se dédisent pas? Écoutez, ce n'est pas le compte rendu que mon représentant à la retraite de Kindia m'a dit. Et tout le monde s'était ému du fait que la CENI ne soit pas à même, n'est-ce pas, de tenir ces élections à temps. Les moyens, que ce soit juridique, que ce soit financier, ont été évoqués. Mais à ce que je sache, le travail qui est donné à la CENI, c'est un travail clair. Ouais. Et chaque fois, c'est la même rengaine. Un programme est défini, il y a un accord entre les différentes parties, n'est-ce pas, aux questions politiques, l'accord du 20 août, et finalement, on en arrive au point où on dit on ne peut pas. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi ça vous étonne? Ça ne doit pas vous étonner, ça ne m'étonne pas. Bien. Allez-y. Bien. Pendant qu'on vous a à l'antenne, on en profite, M. Kouyaté, pour faire réagir à l'actualité chaude des deux grands partis politiques de notre pays, à savoir le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG, qui sont traversés par des crises internes. Quel regard portez-vous sur la fronde au sein du RPG Arc-en-Ciel et sur cette crise des leadership que connaît l'UFDG, la principale formation politique de l'opposition? Et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec le président Alpha Condé et quel regard portez-vous sur la nomination de M. Sidya Touré? Donc ça fait une belle brochette de questions. Une belle brochette de questions, mais aucun j'aurais pu échapper en disant que ce n'est pas mon affaire. Mais je ne serai pas irresponsable à ce point. Et je vais vous dire d'abord, la fronde au sein du RPG, ça c'est justement la preuve d'une déception de ceux qui font la fronde. Quand on a tout promis avant d'être élu et qu'on réunit tout après son élection, le résultat, c'est la déception. Et le résultat de la déception, c'est la fronde. Donc, ce n'est pas du tout... prenez la situation politique telle qu'elle évolue dans notre pays. Le PDG s'est affaibli quand son président est décédé. Le PIT aussi la même chose. Mais ce qui se passe là est sans précédent parce que ça se fait en la présence de son président et qui n'a même pas voulu quitter la présidence du RPG. Ça veut dire que sa responsabilité est directement engagée vis-à-vis, n'est-ce pas, des populations. Je compatis à la déception des militants du RPG parce qu'ils ont été trompés comme on a trompé beaucoup de citoyens guinéens. Et un État ne se construit pas sur des artifices, n'est-ce pas, factuels ou ponctuels ou virtuels. Un État se construit sur la vérité, le droit de dire ce qu'on peut faire. Chaque poste ministériel a été promis à plus de 10 personnes. Et in fine, il se trouve sur le carreau, sans compter tous les autres aspects de la vie courante. Parce qu'en réalité, nous vivons dans un environnement qui n'est pas aujourd'hui propre à la vie décente. Les retraités sont des abandonnés parce qu'ils n'ont pas d'épargne. Ceux qui doivent venir sur le marché du travail, ceux qui sont sur le marché du travail, les jeunes, sont désorientés. Les problèmes de l'insécurité sont là. Bref, on passe tout et on tend à toujours accuser Ebola. Il arrivera un moment où Ebola ne sera plus là et il faut passer à autre chose. Alors, ce que je dis, c'est que ce qui se passe au sein du RPG concerne peut-être le RPG, mais ça concerne la nation parce qu'en fait, la déception des membres du RPG est parallèle à celle de toutes les populations, toutes tendances confondues par rapport à la gestion des affaires de l'État. Ce qui se passe à l'IFDG, il y a une main invisible qui est là-dedans.
et qui a divisé. J'ai fortement regretté parce que chaque fois qu'un parti s'affaiblit, il faut comprendre que c'est une sorte de moins pour la démocratie en Guinée. Malheureusement, ceux qui savent diviser, le plus grand commun diviseur de la Guinée aujourd'hui, ceux dont l'ADN, je dirais même le disque dur, porte la marque de la division, sont là. Mais je crois que c'est faire fausse route. Ouais, mais en clair, parce que vous parlez un petit peu en parabole là, du côté de l'UFDG. Quand vous dites on a envoyé des gens pour essayer de déstabiliser le parti, ça veut dire quoi exactement? C'est Bahouri? Ça veut dire que déjà une situation qui était somme toute assez compliquée, la main invisible, c'est celle du pouvoir, qui a amené justement Bahouri à prendre le large. Je crois que ça a été une erreur. Je le regrette très fortement parce que, honnêtement, l'UFDG est un parti respectable, même si je crois qu'ils ont commis des erreurs. Il ne faut pas réagir par émotion. Le disqualifier, l'UFDG est libre de le faire. L'enlever de l'esprit du parti, il est libre. Moi-même, nous avons exclu, n'est-ce pas, certains de nos militants qui ont failli au principe d'unicité du parti. Tout cela, je ne veux pas rentrer dans cette discussion, mais je dis simplement que le résultat est là. Le résultat est là. On a créé la zizanie là où il ne fallait pas créer, et c'est dommage. Voilà. Alors apparemment, selon les informations qu'on reçoit, la turbulence au sein aujourd'hui du RPG vous profite, puisqu'on parle d'adhésion au sein de votre parti. Oui, je peux vous dire que directement ou indirectement, ça profite au PDM. Je voudrais vous dire que de janvier jusqu'au 20, exactement au 20 février, à Conakry, il y a eu 798 adhésions et non des moindres. Et à l'intérieur du pays, 1398. Pratiquement sur un an, à peu près, je veux dire sur un mois. En tout, 2196 connus. Parce qu'il y en a qui ne se sont pas exprimés. Il fut un moment où le moindre départ du PDN vers le RPG était rapporté par la presse. On faisait des cérémonies autour de ça de façon tapageuse pour montrer aux gens que le PDN s'affaiblit. Nous sommes restés sereins parce que nous savions, n'est-ce pas, que le PDN était encore plus fort. Aujourd'hui, je salue ces nouveaux adhérents. J'encourage les autres à venir parce qu'il y va de la survie, n'est-ce pas, de la démocratie en Guinée. Le président de PEDM doit avoir le monopole de la pensée unique. Et les partis sont créés pour drainer des philosophies, une idéologie, une action. Et je crois que le PDM est véritablement un parti refuge où on peut trouver ces valeurs cardinales de la démocratie. Bien, voilà. Allez, Madame Yoruba. Mais voilà, Monsieur le Président, à cette allure, est-ce que ce serait important que vous vous prononciez sur la nomination de Monsieur Sidya Touré? Parce qu'on se dit que à cette allure, est-ce que finalement il y aura une opposition forte dans ce pays? Parce que vous avez dit qu'il y a une machine qui est là, qui est lancée pour, je pense, affaiblir l'opposition. À cette allure, on voit que la machine est en marche. Est-ce que vous pensez qu'à la longue, vous pourrez tenir tête au président Alpha Condé? Voilà, parce qu'il y a les internautes aussi qui réagissent en direct, monsieur. Voilà, il y a les internautes qui réagissent en direct sur Twitter, entre autres. On a Fadiga du côté de la Hollande, qui nous apprend que vous avez rencontré Madeleine, voilà, je pense. Marie-Madeleine Gubaté. C'est bien cela. Et que c'était dans le contexte peut-être à ce que vous puissiez vous mettre avec la mouvance présidentielle. Vous avez répondu à la question de toute façon. Non, ça c'est hors de question. Marie-Madeleine Duaté et moi, nous n'avons pas parlé de ce sujet. On a parlé des sujets plutôt concernant l'agriculture, qui est son domaine de prédilection. Et je lui ai dit à peu près ce que j'ai fait tout ce temps avec certaines associations de femmes, mon épouse et moi-même, pour les aider à partir, n'est-ce pas, des moyens assez raisonnables de faire la culture maraîchère, etc., etc. Mais pour en revenir à la première question, dire que oui, il a une telle tentation de division qu'il divise même son parti. Voilà la réalité. C'est-à-dire qu'il avait bien dit que dans quelque temps, il n'y aura pas d'opposition. Il l'a dit, lui-même l'a dit. Et il suit cette trajectoire. Mais il aurait dû dire plutôt, ce qui se confirme aujourd'hui, qu'il n'y aurait plus de parti politique.
il tend à effacer les partis politiques, y compris son propre parti. Voilà la réalité. Qu'on le reconnaisse ou qu'on ne le reconnaisse pas, c'est ça à quoi il aboutit finalement. D'accord. Alors monsieur... C'est un homme qui fait la dénégation à tout ce qui est essentiel de la part des partis politiques. Il veut être monarque, alors nommons-le roi ou empereur. D'accord. Alors monsieur Kouyaté, moi, la question que moi je me pose, pour quel intérêt le président aujourd'hui, comme de toutes les façons il l'a dit, je vais anéantir l'opposition, mais pour quel intérêt aujourd'hui il peut anéantir cette opposition quand on sait qu'il a 2 mandats? Est-ce que vous soupçonnez le président d'anéantir cette opposition et de vouloir faire volte-face, c'est-à-dire après ces 2 mandats et se représenter? Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Il aura cette tentation. C'est maintenant au peuple de réagir, de dénoncer. Mais quand vous connaissez chez nous, n'est-ce pas, l'effet de démonstration et l'effet de suivisme, déjà on a entendu 2 rois, n'est-ce pas, qui clament qu'il faut lui accorder cela. C'est comme ça que ça commence. Et après, il y aura, n'est-ce pas, les clairons qui vont sonner, l'argent sera distribué et tout le monde va rentrer en transe pour dire qu'il faut un 3e mandat. Je crois que si cela est fait, il faut fermer la porte, jeter la clé et puis aller ailleurs. Je peux pas. Oui. Alors, Monsieur le Président, une question d'un internaute. Ensuite, j'en placerai une. Kindi Dramé qui écrit que comment expliquez-vous qu'on puisse interdire aux citoyens un droit aussi fondamental que celui d'avoir une carte d'identité nationale depuis décembre 2014 en Guinée? Nous, Guinéens de l'étranger, souffrons pour avoir nos passeports. Avez-vous des conseils pour le gouvernement pour qu'il pense aussi à nous? Honnêtement, je répondrai comme un État centralisateur et jacobin. Et on n'a pas besoin... Mais, regardez, on parle de l'extérieur, c'est vrai. Mais prenez le citoyen lambda qui est en Corée. Qui veut voyager, il faut qu'il vienne jusqu'à Conakry. On a un État centralisé. La décentralisation dont on parle, elle n'est ni administrative, ni économique, ni elle n'est rien. On n'a pas de décentralisation. Nos concitoyens de l'extérieur n'ont pas à souffrir. Pour voir un passeport, il faut payer combien? Pour ceux qui viennent des pays éloignés, prenez le Japon, prenez tous les pays du septentrion, qu'ils prennent, n'est-ce pas, ils payent cher pour venir, sans être sûrs de l'obtenir. Vous imaginez ce que ça fait comme traumatisme? Et la vie de ces gens à l'extérieur dépend de ce passeport-là. Je crois que c'est cruel. Et il faut le dénoncer à outrance. L'État a totalement renoncé à son devoir vis-à-vis de nos concitoyens et de l'intérieur et de l'extérieur. Monsieur le Président, cette autre question. Le nouveau gouvernement Yula, et avec l'appui de monsieur Question Investissement Privé, Dr Kassori Fofana, se trouve aujourd'hui, en tout cas la délégation guinéenne se trouve aujourd'hui du côté de... Ils sont revenus, d'accord. Il y a eu un forum donc récemment à Londres sur les investissements en Guinée. C'est une opération de charme pour que véritablement la Guinée, l'économie puisse redémarrer. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel forum? C'est un bon signe déjà pour ce nouveau gouvernement? Écoutez, je vais vous dire ce que je pense des forums sur les économies africaines, des forums d'investisseurs, des forums de bailleurs, des forums de ceci ou de cela. Et Dieu seul sait, j'en ai vu. Et dans mes fonctions précédentes, on m'a poussé même à en organiser. Mais à l'époque déjà, j'étais sceptique. Je vous jure, croyez-moi. Sur le plan même international, chaque fois qu'il y a eu ces forums, quand il y a des engagements d'investissement, on n'atteint même pas les 2 ou 3% après. Quand il y a des réunions de bailleurs de fonds, des forums de bailleurs de fonds, on promet 100 millions, 200 millions de dollars, 250 millions de dollars, on ne délivre même pas 2%. Il y en a qui vont dans ces forums pour comptabiliser ce qu'ils ont déjà fait pour le pays. Mais c'est une supercherie. Un pays qui se développe, c'est un pays qui ne fait pas par coup de forum. Tu crées les conditions internes. Quelle est aujourd'hui la durée d'investissement en Guinée? C'est-à-dire entre le moment où tu veux investir et le moment où on t'en donne la permission. Les pays les plus performants d'Afrique, certains sont déjà à 10 jours, à 1 semaine. Entre le début de la démarche et l'acquisition de la licence, n'est-ce pas, pour commencer tes activités.
Mais en Guinée, ça dure des années. Hein. La bureaucratie, la corruption passe par là. Faisons le travail propre, c'est-à-dire le homework, comme le disent les anglo-saxons, le travail domestique. Et on n'a pas besoin de courir après les investisseurs. Le monde est un microcosme. Donc, quand les Vietnamiens ont refait leur économie, ils ont recadré. C'est un régime encore communiste, hein, ils n'ont pas renoncé au communisme. Mais sur le plan économique, le pragmatisme domine. Et aujourd'hui, le Vietnam est à un taux de croissance à 2 chiffres parce qu'ils ont créé les conditions internes. Ce sont les deux adéquations, les deux choses qui doivent être en adéquation. On crée les conditions internes et les capitaux viennent grandement de l'extérieur pour s'ajouter aux efforts internes d'épargne et de mobilisation des épargnes pour relancer l'économie. Vous savez, l'économie est comme une montgolfière. Et vous mettez le feu à l'hélium et la poussée de ce gaz fait que le ballon se lève. Si vous attachez à la cabine des poids, soit le ballon ne se lève pas, ça veut dire que la force de rétention est supérieure à la force de propulsion, soit le ballon se lève, mais ça n'atteindra jamais la vitesse de croisière. Et si on vous demande d'éliminer ces poids, vous les éliminez dans le désordre, le ballon finit par chuter, tomber. Ça arrive très souvent aux pays africains. Et le cas de la Guinée, on est dans cette situation-là. Il faut identifier les causes pour lesquelles le ballon ne se lève pas et les éliminer en bonne ordre, en temps opportun, pour que le ballon guinéen, la montgolfière, puisse atteindre sa vitesse de croisière. Sortons de ce fantasme de développement de l'investissement par des... L'information est aujourd'hui facile. Tout le monde a accès aux informations. Même les services d'espionnage ont le travail réduit. Un grand espion le disait, il dit bientôt je n'ai plus besoin de trop d'efforts. Mais c'est quand même un peu atypique parce qu'à votre temps, quand même, il y avait beaucoup de voyages, M. Kouyaté. Vous dites que vous ne partez pas à la recherche des partenaires. Mais à votre temps, tout le temps, vous étiez dans les avions pour partir chercher un petit peu les partenariats de gauche à droite. Je n'ai eu que 2 réunions de ce genre. La première réunion, c'était avec, si vous voulez, véritablement, c'était avec les MEDEF ici. Et le langage que j'ai tenu ce jour-là était curieux. Parce que j'ai dit au MEDEF, je ne suis pas venu pour vous dire d'aller investir en Guinée à l'heure actuelle. Je sais que les conditions ne sont pas remplies. Je suis venu pour vous écouter, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait que vous n'investissez pas? Demandez, vous pouvez prendre les banques. J'ai dit, pourquoi vous n'investissez pas? Les causes générales, je les connais. Quand dans un pays, il n'y a pas un système il n'y a pas une stabilité, ça décourage l'investissement. Quand dans un pays, il n'y a pas un système juridique et judiciaire capable de garantir les intérêts des affaires, il n'y a pas d'investissement. Quand il n'y a même pas une main-d'œuvre qualifiée, ça décourage les investissements parce que les gens ne vont pas venir avec une poignée de main-d'œuvre pour pouvoir payer cher. Je leur ai dit ceci. Je leur ai dit, aujourd'hui, l'échange, et vous pouvez demander à tous les ministres qui étaient avec moi, je dis, je ne suis pas du tout venu vous dire que la Guinée est belle, vous le savez. Je ne suis pas venu vous dire que la Guinée est riche, potentiellement, vous le savez. Je suis venu vous demander les conditions. Une fois qu'on aura travaillé pour lever ces obstacles, alors je reviendrai vous voir pour vous dire qu'il est temps d'investir dans notre pays. Et j'ai fait la même chose à Abu Dhabi et la même chose ici à Paris. Mais je n'ai jamais cru que ces trucs... Vous dites que j'ai fait beaucoup de voyages. Vous mélangez peut-être les voyages bilatéraux aux voyages de forum ou de ceci. Ouais. J'étais très méfiant vis-à-vis de ces voyages concernant les forums parce que je n'ai jamais cru. Le meilleur exemple, c'est l'Afghanistan. Je m'occupais de l'Afghanistan quand j'étais aux Nations Unies. Et j'ai suivi donc l'évolution. C'est l'unique fois où j'ai vu dans la salle de forum sur l'Afghanistan. Pour le peuple, vous étiez le Premier ministre, à chaque fois vous sortez, évidemment, en informant un petit peu le peuple, comme quoi le Premier ministre a voyagé, monsieur le Président. C'est important. Et qui payait, justement? Qui payait? Demandez qui payait. Je n'ai jamais fait payer un de mes voyages à l'État guinéen. Demandez à tout le monde. Demandez, et d'ailleurs, le ministre de l'économie et des finances, M. Ousmane Doré, alors que on n'était pas dans les meilleurs termes à la fin.
parce qu'on lui avait monté à la tête qu'il allait être le futur Premier ministre. Bon, bref, je ne m'arrête pas à ça. Mais il a reconnu qu'il n'a jamais vu une facture. Donc, j'avais la possibilité de prendre des avions. On me donnait. Une fois, on m'a donné un avion et des escorts sont venus me dire qu'il y avait un qui voulait que je prenne son avion, des trucs comme ça. Et j'ai dit donc que l'avion qui vient me chercher transporte le gouvernement à Paris. C'est à la fin que je me suis rendu compte que ceux qui venaient là pour pouvoir investir en Guinée, c'était des faux terres. Et j'ai renoncé, j'ai dit au gouvernement, bon, vous viendrez par avion. Je voulais faire une économie sur vos billets pour que l'État ne gaspille pas. On était dans une période, et tout ce quelqu'un a parlé d'austérité. Quand on est dans l'austérité, telle que la Guinée, je reviens sur ce sujet, parce qu'on pense que l'austérité, on en sort par l'austérité. Il faut relancer l'économie. On le relance par l'investissement, on le relance, n'est-ce pas, par la consommation. Mais c'est au même moment où on interdit quasiment la consommation. On bloque, n'est-ce pas, on augmente les taxes, on diminue les salaires pour diminuer les revenus. Donc la consommation ne permettra même pas la relance, n'est-ce pas, de l'économie, mais encore l'investissement. C'est pourquoi on gesticule. Agiter et agir font deux. Agiter et agir font deux. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et vous revenez quand? Quand vous me promettez que quand je viendrai, vous serez à l'aéroport pour m'interviewer. C'est une promesse qu'on fait en direct. Voilà, allez. Okay. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté, d'avoir répondu à les questions ce matin, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, au revoir. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grande gueule à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Les affaires courantes, le conseil des grandes gueules. Demain, on va revenir là-dessus. Toi, t'es trop long, Moussa. Non, voilà, moi, je ne serai pas là aujourd'hui. Allez, juste pour dire que demain, on revient sur ce que j'avais commencé hier, la pêche. Ouais. Les 2 révocations. Il faut qu'on en parle. Monsieur Koiko Isako m'écoute sûrement. Et deuxième chose, c'est une enquête qu'on va débuter au niveau de la DPJ. Vous savez, la DPJ, j'aime bien la DPJ. Ils font un travail formidable. Mais les informations qui nous parviennent, c'est qu'il est interdit de s'habiller légèrement, mini-jupe, et de passer en face de la DPJ, sinon on vous fait rentrer à l'intérieur. On a envie de comprendre comment tout cela se passe. Moi, j'ai envie de dire de quoi on se mêle. C'est une violation des droits. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais 2 choses rapidement. Quand on parle de la DPJ, ça nous ramène directement à la question de la police. Tamba avait fait une déclaration ici concernant donc, quand on a parlé de la police la dernière fois, il avait parlé de la formation et il a dit que les policiers étaient d'ailleurs formés par des gendarmes en ce moment. Ben non, ce n'est pas la réalité parce que la police nous a fourni donc des documents. Au fait, ils n'ont tout simplement fait qu'occuper les bâtiments de la gendarmerie, mais la formation n'a rien à voir avec la gendarmerie. Merci beaucoup, Ahmed. Allez, Abaka. Très rapidement. Makamba, c'est ça? Jonas Mukamba. Voilà, doit comparaître aujourd'hui au tribunal de première instance de Dixine. Il lui est reproché de s'être violemment opposé à l'exécution d'une décision de justice concernant une parcelle de terre que revendique Abouaka Sidiki Mara et qui estime avoir acquis ce domaine à travers un bail. Et M. Jonas Mukamba pense que ce bail a été passé dans des conditions assez frauduleuses parce qu'il estime que c'est un bail qui a fait l'objet d'un contrat entre Dame Barry Mariam Diakité et la direction générale du patrimoine bâti public, mais c'est quand même un dossier assez confus, mais sur lequel on reviendra les jours qui viennent. Demain, certainement. Allez, Abaka. 2 choses rapidement pour dire que, et je vous en parlais hier, notre confrère d'Atlantic FM qui a subi des exactions de la part des agents, des éléments de la gendarmerie, il s'appelle Sema Katouruma. Ouais. Je pense que c'est inadmissible dans notre pays. On a pris l'habitude de violenter les journalistes. Il était de passage à la radio Continental FM quand des gendarmes attendaient des personnes citées dans un conflit domanial. Et donc, ils les ont tous arrêtés, ils les ont tous embarqués. Malgré le fait qu'il ait montré patte blanche,
On ne l'a pas écouté, ils n'ont rien voulu savoir. Et il déclare aujourd'hui avoir perdu la somme de 3 millions de francs guinéens. Donc c'est assez grave, c'est pas à l'honneur donc de notre gendarmerie. Voilà. Pour finir, du côté de DDG, nous sommes en train de mener une enquête. On nous apprend qu'il y a une immixtion grave du département, donc de la tutelle, le ministère de l'énergie et du ministère de l'énergie dans les affaires, dans la gestion de la nouvelle administration qui est en place du côté des DG. Je veux parler de Veolia. Suivre. Merci beaucoup Aboka Diallo. Voilà, certainement sur ce sujet de journaliste, on va revenir là-dessus à la télé avec Diba Milimono. Grand merci à vous. On se retrouve demain pour un autre numéro. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.